Cette vidéo d'Astronogeek est nettement plus d'Astronogeek que vous le croirez après l'avoir vue. Par ailleurs, à la fin de la vidéo, on parlera un peu du meeting aérien des avions anciens de la Ferté-Alais. Restez avec nous. Cette vidéo est sponsorisée par Novium. Chef, j'ai un problème encore. Mental. Non, pas un calcul, un problème. En plus, les calculs, c'est au rein, pas au cerveau. Merde! Tu viens de faire un jeu de mots. Un quoi? Un jeu de mots. Eh, j'ai pas fait exprès, hein. Non, mais c'est parce qu'avant, tu as dit que tu avais des calculs mentaux, puis que c'était au rein, alors qu'avant, on parlait de calcul, des opérations, quoi, pas des pierres. Tu vois? Bon, ok, c'est quoi ton problème? Eh bien, j'ai acheté des stylos Novium. Eh bien, ce n'est pas un problème, ça, c'est un excellent projet, au contraire. Oui, mais j'ai quand même un problème. Ok, lequel? Je les ai pas reçus. Quoi? Comme je te vous le dites. Oh, bah c'est étonnant, ça. Ben oui, et c'est bientôt la fête des pères. Et tu voulais les offrir à ton papa? Non, à moi. Bah, quel rapport? Ben, j'ai pas d'enfant, donc j'ai personne pour m'offrir un stylo Novium à la fête des pères, hein. Donc je me l'ai acheté moi-même. Ben, si t'es pas papa, t'y as pas droit à la fête des papas. Ah ouais, et pourquoi ça? Eh bien, la fête des papas, c'est pour les papas, tu n'es pas papa. Non. Eh bien, voilà. Eh ben, c'est de la miniscrivation, je te le dis. Peut-être. Oh, c'est dommage, hein. Moi je voulais des stylos Novium. Tu connais? Bien sûr que je connais. J'en ai deux chez moi. Ah, moi, celui que j'aime bien, c'est l'Overpen Interstandard, là. Alors, l'Overpen Interstellar. Oui, voilà, j'en ai commandé deux de celui-là. Ah, alors là, on est d'accord, hein, je l'adore aussi, c'est génial. Eh ben, regarde, c'est celui-là. Ouais, dis, qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, et puis il est classe, hein. T'as ça tout de suite, t'as l'air d'un agent immobilier, hein. Ou d'un écrivain. Ou d'un mec avec une chemise. Ou d'un homme de goût. Eh bien voilà, c'est vrai ce que vous disiez, c'est super vrai. En plus, hein, la version premium, mais mi-arty, mais regarde comme il est beau. La version premium, hein, c'est avec de l'or 18 carats ou un éclat de météorite. Météorite. Oui, aussi, oui. Un éclat de météorite certifié. Un que j'aime bien aussi, c'est l'Overpen Future, tu connais? Ah oui, il est bien aussi celui-là. En plus, tu peux changer la plume si t'as trop appuyé. Et tout ça en plusieurs versions. Tiens, tu sais c'est quoi le défaut de ces stylos? Non, dis-moi. Eh bien, c'est qu'on ne sait pas lequel choisir. Eh bien, moi, je les ai tous pris. Après tout, dans la vie, on n'est qu'une fois papa, hein? Non. Non, mais enfin, tu vois quoi. Et donc, tu ne les as pas reçus? Non. Tu as bien fait ta commande, au moins? Ben ouais, j'ai tout mis dans le panier. Et? Ben quoi, et? J'ai tout mis dans le panier. Ah ben, cherche pas plus loin, c'est pour ça. Pour ça que j'ai pas reçu mes beaux stylos Novium de la fête des pères. Ben oui. C'est difficile, Internet. Bon, écoute, tu vas retourner sur le site de Novium. D'accord. Tu vas retourner dans ton panier. Eh, ça va, hein, je suis pas le malinois de mon frère non plus, hein. Mais non, pas le panier du chien, celui du site. Ah, d'accord. Et là, tu vas cliquer sur « Passer la commande ». D'accord. Et là, tu vas ajouter le code de réduction qui se trouve en description sous cette vidéo et tu gagnes 15% sur tous les articles. Oui, d'accord, c'est gentil. Mais ne tarde pas, hein, c'est maximum 48 heures après la parution de cette vidéo. Ah, faut pas que je traîne alors. Après 48 heures, tu auras encore une réduction, hein, mais moindre. Et c'est bien ça, moindre. C'est moindre. Ah, d'accord. Et là, crois-moi, si tu fais tout ça, tu les recevras, tes beaux stylos Novium. Ah, c'est cool, c'est le papa de mes enfants que je n'ai pas qui va être content. Antoine de Saint-Exupéry, alias Saint-Ex pour les intimes. Les intimes que sont tous les êtres humains à tantinets romantiques de la Terre, naît à Lyon en 1900 et meurt 44 ans plus tard dans la Grande Bleue. On lui doit quelques livres a priori pour les mioches aux cheveux blonds, mais en réalité pour apprendre à vivre au grand et des pages entières où l'humanité
pour une fois, n'est pas traité comme une erreur de casting. Il a parlé d'essentiel sans se prendre pour un prophète, de solitude sans se prendre pour un martyr, et d'amour sans vraiment employer le mot. C'est assez rare pour qu'on s'y attarde un peu. Il a volé aussi, beaucoup volé, pour fuir, et il a écrit, pour comprendre le monde, et puis disparu, sans doute pour asseoir sa légende. Voilà pourquoi on va aujourd'hui lever les yeux au ciel et parler de lui. Saint-Ex arrive le 29 juin 1900 au sein d'une famille suffisamment bourgeoise pour qu'ils ne doivent pas travailler tout de suite, mais pas assez riche pour ne jamais avoir à s'y résoudre. Son père meurt jeune, sa mère lui survivra longtemps, tandis que ses frères et sœurs se débrouilleront comme ils peuvent avec les restes d'un nom, d'une époque et de quelques illusions qu'on planque entre 2 crucifix et 3 souvenirs de château. Sa mère est cultivée, aimante, légèrement mystique et adepte du favoritisme. Antoine, c'est son préféré, ce qui amènera le futur adulte à afficher une certaine immaturité affective. Il grandit dans une maison où l'on prie à voix basse, où l'on récite des vers avec conviction et où l'on apprend très tôt l'élégance intellectuelle. Avant de devenir un poète à moteur en 1905, Saint-Ex aurait pu mourir de la fièvre typhoïde. L'enfant est entre la vie et la mort pendant plusieurs jours, et sa mère, toujours elle, veille à son chevet, jour et nuit, dans une atmosphère de grande angoisse. Cette épreuve renforce leur lien fusionnel et marque profondément Antoine. La maladie et la proximité de la mort contribuent alors à façonner chez lui une sensibilité exacerbée, un goût pour le dépassement de soi et une forme de mysticisme discret qu'on retrouve dans ses écrits. Un an plus tard, Saint-Ex aurait pu également mourir, écrasé par son propre vélo. À 5 ans, il roule en effet à toute allure, sans doute convaincu qu'en allant assez vite, il pourra peut-être décoller, ce qu'il fait, en partie, avec l'aide d'un muret. Il se retrouve inconscient quelque temps et alité plusieurs semaines, durant lesquelles sa maman chérie, comme il l'appelle, lui raconte des histoires en rafale. Très tôt, Antoine manifeste ce qu'on appelle à tort un caractère atypique, ce qui veut simplement dire qu'il fait chier tout le monde à l'école, qu'il rêve trop, qu'il écoute mal et qu'il passe plus de temps à bricoler des machins en papier qu'à faire ses devoirs. On le renvoie gentiment, puis un peu moins gentiment, puis on le garde par lassitude. Il passe son baccalauréat en 1917 et puis voilà, il ne brille nulle part sauf dans l'invisible. Pas d'amis notables, pas de passion sociale, pas d'aptitude particulière à se faire aimer des autres enfants. Sauf quand il raconte des histoires, ce qu'il fera toute sa vie d'ailleurs, en changeant juste le public et la hauteur de l'audience. Un peu plus tard, il déclare à sa famille qu'il deviendra marin, parce que ça aussi, c'est loin de la terre. Il échoue assez lamentablement parce qu'il est très mauvais en mathématiques. Il fait vite et définitivement sombrer sa carrière navale au large de Saint-Raphaël, à 27 mètres du bord. Après des études qu'on qualifiera d'inabouties et quelques velléités d'études d'architecte contrariées par une incapacité notoire à s'intéresser durablement à quoi que ce soit de sérieux, et aussi parce qu'il dessine comme il pense, c'est-à-dire de travers, qu'il traîne au lit, rêve beaucoup, se perd souvent, eh bien Antoine s'engage pour son service militaire. On est en avril 1921, il choisit l'aviation, parce qu'il tombe littéralement amoureux de cette discipline et sans doute parce que c'est dangereux et un petit peu héroïque aussi et que ça ne demande pas d'avoir lu un syllabus jusqu'au bout. À l'époque, l'aviation est encore affaire d'amateurs. Tu oses voler, eh bien tu peux faire pilote. Les licences existent, bien sûr, mais elles tiennent plus du badge scout et de la carte VIP donnée aux faciès que de la validation académique. Il suffit de ne pas avoir peur et de ne pas tellement tenir à ses molaires. L'État commence certes à s'en mêler doucement, on réglemente bien, mais par-dessus la jambe, et l'esprit reste celui du bricoleur téméraire et du voyageur du dimanche. On forme les pilotes à la hâte, au petit bonheur la chance, et les accidents sont plutôt fréquents. Bref, Saint-Ex obtient son brevet de pilote, ce qui à l'époque n'est pas un exploit en soi. Ça ne garantit pas non plus l'immortalité, ça augmente même sensiblement les chances de finir dans un arbre si ce dernier vole trop haut. Avant de devenir pilote de ligne, Antoine tâtonne. Il termine son service militaire en 1923, après un passage par Casablanca, où il vole officiellement, mais s'écrase aussi une première fois, ce qui lui vaut une fracture du crâne et l'hostilité déclarée de sa fiancée de l'époque, Louise de Villemorin, qui préfère les poètes en un seul morceau.
Il range donc ses ailes à contre-cœur et entame une période mollement bourgeoise, trimballant son ennui dans divers métiers où il vend tantôt des camions, tantôt des tuiles et même un temps des briques avec une conviction inversement proportionnelle à la densité des matériaux. Pendant ce temps, l'aviation lui manque comme une maîtresse qu'on ne peut voir sous peine de se faire gauler. Heureusement, en 1926, il recroise le ciel. On l'embauche chez l'Atécoère, ancêtre de l'Aéropostale. Fini les tuiles, rebonjour les trous d'air. Il devient donc pilote de ligne postale. C'était un temps où ceux qui avaient des nouvelles à prendre d'un proche n'avaient ni le téléphone ni a fortiori les réseaux sociaux pour le faire. Non, il s'agissait d'écrire avec une plume, de noircir une feuille de papier ou deux, de glisser l'ensemble dans une enveloppe et d'aller la poser dans une boîte appartenant aux services postaux. Ceux-ci s'occupaient alors de la faire parvenir à qui de droit dans le village voisin ou à l'autre bout du monde. Et dans les années 1920, alors que les pays occidentaux ont énormément de leurs citoyens installés dans d'autres pays, aussi appelés colonies, l'acheminement de gros sacs remplis de missives disant que le petit René a fait sa grande communion ou que la vieille Angèle est morte le mois dernier devient indispensable en avion. C'est plus rapide. Pas plus sûr, hein, juste plus rapide. Syntex est de ceux qui apportent le courrier de ces fous volants qui prennent le manche dans n'importe quelle condition pour aller porter 3 sacs de lettres et de colis en Afrique ou en Amérique. Ils bossent pour l'Atécoère, puis pour l'Aéropostale, ce qui est la même chose avec un petit peu plus de prestige, mais toujours les mêmes risques de finir dans un trou de sable marocain, un ravin espagnol ou une pampa argentine. Après ça, on l'envoie à Toulouse, puis à Casablanca, où il découvre que l'enthousiasme supporte assez mal la moiteur, la paperasse et les réunions techniques. Et enfin, en 1927, on l'expédie à Cap Juby, un avant-poste sablonneux coincé entre l'océan et le néant, officiellement sous autorité espagnole, mais surtout laissé à la discrétion du vent et des tribus locales. Là-bas, il devient chef d'escale, ce qui ne veut pas dire qu'il commande quoi que ce soit, mais plutôt qu'il reste pendant que d'autres ont trouvé un prétexte, une blessure ou une mère malade, pour s'en aller. Il vit plusieurs mois entouré de sable, de chèvres sceptiques, d'un drapeau qui flotte mollement sur une baraque en tôle et de pilotes qu'il faut régulièrement aller récupérer chez les Maures quand ils se sont posés un peu trop brutalement en territoire tribal. Le tout demande des talents de mécaniciens, d'ambassadeurs et de diplomates improvisés qui consistent, la plupart du temps, à échanger des sourires, des vivres et parfois un peu d'argent contre un aviateur entier. Il tient son poste, il fait front, il apprend à être seul. Alors il écrit des lettres, des réflexions, des esquisses de récits, des souvenirs en désordre. Il cherche ce qu'il pense. Parfois il trouve un paragraphe qui tient debout, parfois non. Et puis en 1935, nouvelle idée brillante. Il décide, avec l'aide d'un mécano obéissant, intitulé André Prévost, de rallier Paris à Saigon en moins de temps qu'il ne faut pour lire ses œuvres complètes. À la clé, il y a 150 000 francs offerts par Air France. Il s'écrase dans le désert égypto-libyen, ce qui, au vu de la météo, des cartes disponibles à l'époque et de la technologie des années 30, relève davantage de la régularité que de la surprise. Pendant 4 jours, il erre avec son copilote au milieu du néant, croise quelques mirages, parle à des objets, manque de devenir fou et de mourir bêtement, ce qu'il finit par éviter grâce à un bédouin plutôt serviable qui les conduit à un poste de secours. De cette expérience, il tire un récit, un fameux récit, Terre des hommes. Mais il inspirera aussi le fameux Petit Prince dans lequel il rencontre le blondinet dans le désert, avant que celui-ci ne lui demande de dessiner un mouton. De cette expérience, il tire aussi un traumatisme consécutif à un gros coup de soleil mémorable et une certitude nouvelle. La solitude est un miroir et le désert un endroit où l'on peut voir très clair ou devenir complètement fou. Syntex oscillera désormais et constamment entre les deux. Il a la peau en feu, les nerfs en vrac, et cette impression persistante que l'homme n'est jamais aussi proche de ce qu'il pense être le ciel que lorsqu'il est rendu au sol de force. Terre des hommes n'est pas son premier livre, il en a déjà publié 2, Courrier Sud en 1929 et Vol de nuit en 1931, avec plus ou moins de bonheur. Mais Terre des hommes, c'est celui qui met tout le monde d'accord, y compris ceux qui ne l'aiment pas, mais qui n'osent pas le dire parce qu'ils savent qu'ils ne feront jamais aussi bien.
Le chapitre au centre du désert donc raconte son crash de 1935 dans le désert libyen. Il évoque les mirages, la marche épuisante, les hallucinations, le sable et la sensation de se dissoudre dans l'infini. Il publie ça en 1939, ce qui, niveau timing, laisse à désirer, mais qui lui vaut le grand prix de l'Académie française et une réputation d'écrivain à part, du genre qu'on lit en toutes circonstances, même pour endormir ses enfants ou pour réveiller les adultes, et même quand on ne comprend pas tout. Une telle poésie suffit à nous transporter, à voler vers d'autres cieux. Dans ces années-là, on le lit, on l'invite, on l'édite, on le paye même, ce qui est un signe ou un malentendu durable. Ces livres le propulsent dans le monde très étroit de ceux qu'on écoute. L'histoire est souvent celle d'un pilote, seul, de nuit, en charge de quelques sacs de courrier et de son honneur personnel. C'est sobre, c'est tendu, c'est efficace. Ça se vend pas mal et ça suffit pour qu'on lui colle l'étiquette d'écrivain. Il ne l'a pas vraiment demandé, mais comme il n'en refuse aucune, il la garde. Vol de nuit, par exemple, n'est pas seulement un roman sur un type qui pilote dans le noir, mais un livre sec, obstiné, où l'on parle de mission, de solitude, de mort, de fraternité et même de dignité sans jamais tomber dans la grandiloquence. Le patron, Rivière, y est prêt à sacrifier des hommes pour que la machine tienne, parce que le devoir, selon lui, justifie qu'on meure. Les pilotes, eux, oscillent entre liberté apparente et enfermement volontaire, seuls dans le ciel, mais retenus au monde par ce besoin obscur de servir à quelque chose. Ce n'est pas du patriotisme, ni de l'héroïsme, juste cette vieille idée que sa vie vaut un peu plus quand elle s'inscrit dans quelque chose qui dépasse les caprices. Mais pendant qu'il devient un artiste reconnu, Antoine n'est installé nulle part, ni dans sa tête, ni dans des draps, ni même dans ses idées. Il rencontre pourtant Consuelo Sunsin en 1930 à Buenos Aires, ce qui aurait pu être un bon début si elle n'avait pas été aussi instable que lui, mais avec une voix plus aiguë, voire criarde. Écrivain autoproclamé, veuve diplomatique salvadorienne en exil, artiste à temps partiel, donc parfaitement inadapté à une vie rangée, ce qui tombe bien, il ne lui en proposera jamais. Ils se plaisent, ils s'épousent, ils s'abîment. Le mariage est célébré rapidement, comme pour dire qu'il est encore temps d'avoir tort ensemble, de faire mentir leur nature volage. Leur relation n'a rien de conjugal au sens des guides pratiques ou des articles du Code civil. Elle se résume plutôt à une série de malentendus passionnés, ponctués d'absences prolongées, de lettres brûlantes suivies de silences stratégiques, de réconciliations par fatigue et de fuites en altitude. Il la trompe à intervalles réguliers avec des femmes qui le comprennent moins bien mais le dérangent moins. Elle fait de même pour combler l'absence de son mari lorsqu'il s'en va longtemps distribuer le courrier à l'autre bout du monde. Elle le suit de loin, le surveille de près, menace de tout quitter, n'en fait rien, revient, repart, revient encore. On pourrait croire à un scénario de tragédie romantique, mais c'est plutôt une logistique de chaos affectif, maintenue à flot par l'épuisement, la célébrité, et peut-être aussi l'impossibilité pour chacun d'imaginer mieux ailleurs. Ils s'aiment, au sens large, c'est-à-dire mal. Il se lie avec toutes sortes de gens, plus ou moins recommandables, plus ou moins fascinés, plus ou moins honnêtes, aviateurs, éditeurs, diplomates, artistes et parfois quelques figures franchement douteuses. On le flatte, on l'utilise, il s'en fout ou fait mine. Il continue d'écrire, parfois avec application, souvent par nécessité, toujours avec cette obsession de dire quelque chose qui vaille la peine. Il publie donc Terre des Hommes en 1939, mélange d'autobiographie, de méditation et de reportage moral sur un monde qui semble ne plus croire à grand-chose. D'amitié aussi, de responsabilité, d'héroïsme quotidien, de ce qui fait que l'homme, malgré toutes ses failles, peut rester digne. Whiskey 9 Yankee 7 November Golf, over. La Seconde Guerre mondiale éclate et comme des millions de personnes dans le monde, Saint-Ex se demande comment on en est arrivé là. Un manque de fraternité, d'amour, d'humour, de poésie? Peut-on encore croire à la fraternité, à la responsabilité, à l'idée que la dignité d'un homme se mesure à ce qu'il accepte de faire sans qu'on le lui demande, sans devenir insupportable? Comment peut-on exprimer tout ça sans passer pour un abruti qui se la pète, qui se la poétise alors que le monde est à feu et à sang? Lui, en tout cas, il aura essayé.
Et comme il avait le bon goût de ne pas croire que ses idées valaient plus que leurs conséquences, il les a emballées dans un petit livre illustré pour enfants, mais en réalité à destination des adultes en bout de course. Le Petit Prince naît à New York en 1942, dans l'exil, le froid et le vague ennui d'un Saint-Exupéry privé d'avion, de mission et d'utilité concrète. Il est mal dans son époque, mal dans sa tête, mal dans ses bottes, et écrit ce machin-là comme on écrit un testament. Il a l'impression que personne ne le comprend. De Gaulle lui-même le soupçonne d'avoir de la sympathie pour le régime de Vichy, alors qu'il est aussi politisé que le pape fait Ramadan. Cette accusation le mine terriblement. Il trouve ça dégueulasse et injuste. Et l'Amérique ne le comprend pas plus. Notons qu'ils n'aiment pas les Américains. Leur époque à eux est au slogan, au gros titre, aux sentences efficaces, alors qu'il est un contemplatif, un doux, un taiseux. Lui, il arrive avec des aquarelles, un mouton dans une boîte, un renard qui fait de la pédagogie passive, agressive, et une rose capricieuse qui aurait largement mérité une grève de maturité. C'est clair que durant cette période, il écrit pour lui, parce qu'il n'a pas le temps ni l'envie de consulter un psy quelque chose. Tout y est dans Le Petit Prince, la responsabilité silencieuse, l'amour vrai, sans pathos, l'absurdité d'un monde qui se prend trop au sérieux, la fidélité morale, la loyauté comme acte de résistance. Ce que Terre des Hommes disait avec des phrases longues et des récits d'accidents, Le Petit Prince le dit avec 3 étoiles et une écharpe au vent. On croit que c'est pour les enfants, et c'est vrai, mais uniquement pour les enfants qui ne sont pas encore devenus ministres. Il faut dire que le contexte est de peu. Saint-Ex, désormais perçu comme trop gaulliste par les extrêmes et pas assez par les gaullistes, trop moraliste, pas assez engagé, trop aviateur pour les intellectuels, trop rêveur pour les militaires, dérange à peu près tout le monde. À New York, il s'isole, se plaint, boit un peu beaucoup, doute tout le temps. Il écrit la nuit, dessine à moitié, balance des pages à la corbeille, en repêche certaines, recommence. Le manuscrit sort d'abord en anglais, puis en français, en 1943. Il n'en verra jamais le succès. Le renard explique qu'apprivoiser, c'est créer des liens, et qu'un lien, ça oblige. La fleur est jolie, exigeante et un peu conne. Le pilote est perdu, le prince est seul, la planète est petite et rien ne marche. Et c'est ça le monde. Et pourtant, il faut aimer quand même. C'est peut-être le livre le plus cruel jamais publié à propos d'animaux et de plantes. Puis, quand on a été pilote de l'Aéropostale, ambassadeur de la dignité humaine à l'étranger, décoré par l'Académie française et demi-dieu des enfants tristes, on pourrait à 43 ans envisager la retraite, ou au moins un gîte rural avec vue sur la mer, avec Bobonne Consuelo qui tricote pour l'hiver. Mais pas lui. Lui, il veut voler, encore, servir de rechef, mourir éventuellement, mais ne surtout pas se retrouver à écrire des billets d'humeur pour un journal de la résistance ou des aphorismes pour des almanachs à la go. Il insiste donc pour réintégrer une escadrille. Le groupe 233 veut bien de lui, malgré son âge, sa condition physique passable, son arthrose, sa réputation d'indiscipliné et son incapacité chronique à lire une carte sans la retourner dans tous les sens. Il est donc affecté à une unité de reconnaissance basée en Corse, aux commandes d'un Lockheed P-38 Lightning, un avion taillé pour la jeunesse, la vitesse et les réflexes qu'il n'a plus. On le prend parce qu'il est Saint-Exupéry, mais on serre un peu les fesses à chaque décollage. Entre 2 missions, il reste dépressif, instable, imprévisible, souvent ivre, parfois brillant, toujours épuisé. Il parle peu, dort mal, écrit dans des carnets qui ressemblent à des brouillons de testament et traîne une mélancolie si dense qu'on pourrait la découper à l'hélice de Lockheed. Globalement, il se sent inutile, vieux, dépassé, comme nous tous, sauf que nous, c'est parfois. Et puis vient le 31 juillet 1944. Il décolle de Borgo, en Corse, pour une mission de reconnaissance photographique au-dessus de la vallée du Rhône. Il n'en reviendra pas. Il n'y aura pas de message radio, ni de signal. Une disparition silencieuse et discrète, comme il aura finalement vécu. Il entre dans cette catégorie très prisée des gens disparus en service commandé dont les corps, comme les réponses aux questions existentielles, ne refont jamais surface, ou presque.
On ne saura jamais vraiment s'il s'est agi d'un accident, d'un suicide ou de son avion qui fut abattu par les Allemands. Toutes les hypothèses circulent. On le cherche évidemment, certains le pleurent, mais tout le monde a mieux à faire dans cette France de 1944. De l'aviateur disparu, on fait un martyr par consensus, un mythe posthume, un poète volatilisé, un enfant triste de la République. Des reliques seront retrouvées bien plus tard au fond de la Méditerranée, d'abord par un pêcheur, Jean-Claude Bianco, qui mettra la main sur son bracelet, puis par des équipes qui retrouveront en 2004 le lieu exact du crash. Après sa disparition en 1944, Saint-Exupéry entre directement dans cette catégorie rare des écrivains dont l'absence vaut carrière. Pas de polémique posthume, pas de manuscrits retrouvés qui contredirait tout, pas de frasques sordides à effacer des archives. Il meurt comme il l'a vécu, entre ciel et solitude, ce qui est tout de même plus classe que d'être renversé par une trottinette électrique. En France, on ne sait pas trop quoi faire de lui. Il est trop moraliste pour la gauche, trop poète pour la droite, trop flou pour les militaires, trop franc pour les diplomates. Mais il est mort, donc on l'adopte quand même. Le mythe se met en place, lentement, à coups d'éditions commémoratives, de timbres, de statues, de lycées rebaptisés et de lectures à haute voix dans des écoles en reconstruction. Et surtout, il y a le Petit Prince, ce petit machin dessiné sur un coin de table avec 3 gouttes d'encre, une aquarelle tremblante et une métaphore de la solitude. Ça devient le livre français le plus vendu dans le monde. Plus de 200 millions d'exemplaires écoulés dans plus de 540 traductions, y compris en espéranto, en klingon, en tokipona, une langue philosophique inventée en 2001 et qui comporte environ 120 mots, et encore plus dingue, en alsacien. Mais ce n'est pas pour ça qu'Astronogeek va commencer à lire, hein, rassurez-vous. Chaque année, il s'en vend entre 1 et 2 millions d'exemplaires supplémentaires. Aucun autre n'a réussi à dire autant avec un simple mouton dans une simple boîte, sinon Magritte et sa non-pipe. Bref, Saint-Ex devient un monument involontaire, l'un de ces écrivains que les enfants lisent avant de savoir lire, que les profs citent pour intéresser leurs ouailles, que les producteurs reprennent en chœur pour faire du fric et faire pleurer, et que les adultes relisent en cachette pour ne pas devenir cyniques trop tôt. Terre des hommes, Vol de nuit, Lettre à un otage ou Citadelle sont moins connus mais continuent de vivre leur vie tranquille de livres qu'on offre plus qu'on ne lit et qui, quand on les ouvre, rappellent que le monde n'est pas qu'un empilement de catastrophes mais une boule de bons sentiments désespérants. En 1975, il entre officiellement au panthéon des bibliothèques scolaires en même temps que dans les programmes. En 1998, un pêcheur retrouve un bracelet à son nom au large de Marseille. C'est pas un bracelet, hein. Yannick? Alors oui, c'est moi, mais c'est pas un bracelet quand même. Bah, c'est un truc en argent avec une chaîne qui entoure le poignet. Oui, eh bien c'est toujours pas un bracelet. Ah non? Non, c'est une gourmette sur laquelle il y a plein de trucs sympas à dire, et comme j'ai peu de temps, je vais mettre le turbo. La gourmette, c'est un petit bracelet souvent gravé au prénom et à la date de naissance de son propriétaire. La gourmette tire son nom de la gourme, qui était en fait une petite chaînette destinée à fixer le mors dans la bouche du cheval. Le nom gourmette définit également un type d'emmaillement par anneaux entrelacés et aplatis les uns sur les autres. Nous avons tous en tête la forme de cette grosse gourmette en argent bien lourde. L'argent a cette particularité de ne pas s'oxyder mais de se sulfurer. Il ne réagit donc pas à l'oxygène mais bien au soufre dans son environnement, ce qui lui donne la propriété d'être un métal relativement résistant pouvant être retrouvé quelques décennies après que son propriétaire se soit par exemple crashé en avion au milieu d'un océan. Et si tu as été attentif mon cher Gontran, je parle du fait que cet objet ostentatoire est revenu sur le devant de la scène dans les années 60, là où Monsieur de Saint-Exupéry disparut en 44. Ne serait-il donc pas dès lors intéressant d'en déduire que Antoine était un petit peu en avance sur son temps? Eh bien merci Yannick, cette précision s'imposait. Et en 2004, on identifie les restes de son avion. Voilà, toute énigme est levée. On ne sait toujours pas ce qu'il a envoyé par le fond, mais on sait qu'il n'est pas parti vivre sur une île avec Elvis Presley, Michael Jackson et Xavier Dupont de Ligonnès. Aujourd'hui, Antoine de Saint-Exupéry est tout à la fois un héros national, un guide pour éducateurs, un tantinet philosophe, un fournisseur officiel de citations inspirantes et un écrivain auquel tout le monde rend hommage sans toujours savoir pourquoi. Il est l'un des rares à avoir su parler du courage, de l'amour et du monde des hommes dans le but de ne plus s'en exclure.
Il est mort jeune, il a disparu proprement, il a écrit peu, il a écrit bien. C'est donc très logiquement qu'on s'en souvient encore. La postérité aime les gens sobres, courageux, un peu tristes et surtout morts. Et lui, il est tout ça dans le bon ordre. À bientôt. Et, puisque vous êtes toujours là et juste avant que je ne vous parle de la Ferté-Alais, n'oubliez pas qu'avec le code Astronogon, vous avez 15% de réduction sur tous les overpens de Novium. Ne tardez pas, l'offre est limitée dans le temps. Il y a des moments où lever les yeux au ciel suffit à retrouver l'envie. Les 7 et 8 juin 2025, ce sera justement l'un de ces moments. Le meeting aérien de la Ferté-Alais ouvre ses portes et son ciel. Il s'y passera des choses qui ne se passent nulle part ailleurs, des moteurs qui rugissent, des ailes qui dansent et des histoires de courage. Car vous le savez, je trouve qu'il en faut pour décoller, même de 2 mètres. Le matin, c'est l'heure de la balade. Des centaines d'avions, certains centenaires, vous attendent sur des hectares. Un musée à ciel ouvert, il y aura aussi des stands, des reconstitutions, des gens passionnés. Et nous, les youtubeurs, nous serons dans et autour d'une tente, disponibles, joyeux, sans filtre. Arnaud, Sébastien, Dari, Yann, PH, Nico, Franck, Cyril, Simon et moi, nous serons là pour discuter, rigoler, écouter vos histoires et peut-être en inventer d'autres ensemble. L'après-midi, le ciel prend le relais. 5 heures de spectacle dans les airs. Des avions que vous avez vus dans des livres, des films, ou même que vous n'avez jamais vus. Ce sera beau. Ce sera bruyant, ce sera à ne pas manquer. Le lien est en description, il donne 15% de réduction et chaque billet vous inscrit automatiquement à la tombola pour gagner un baptême de l'air en T6. Une vraie montée d'adrénaline que je vous interdis bien de me céder si vous le gagnez. Je suis brave, mais pour tout ce qui vole, plutôt pleutre. N'espérez donc pas me voir voler, je ne suis pas prêt, Arnaud n'a pas repassé son brevet, il n'y a donc aucune raison que je tienne parole non plus. La solidarité a parfois ses limites, surtout dans les airs. Alors venez nombreux, ce ne sera pas juste un spectacle, ce sera une promesse de rire, de lien, de ciel, nom de Dieu.